qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Les jeux et jouets sont au centre de la vie des enfants. Ce n'est d'ailleurs pas toujours facile pour les adultes de faire les bons choix, de ne pas tomber dans la surconsommation, de savoir s'il faut privilégier plutôt le ludique ou l'éducatif. Le jouet est aussi au cœur des défis du XXIe siècle. On peut parler d'écologie avec les questions de durabilité, de circularité, mais aussi la technologie avec l'intelligence artificielle et bien plus encore. Comprendre les grands enjeux du jouet de demain, c'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui avec Gaylor Cornio, directeur marketing de Clementoni, une grande marque de jeux et de jouets dont la longévité et l'adaptation aux grands enjeux de notre monde sont particulièrement impressionnants. Nous avons parlé du jouet de demain, de consommation durable, ainsi que de l'importance du jouet dans le développement des enfants. Merci à Clementoni pour leur soutien et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Gaylor. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'avenir du jouet de demain. Vous êtes un spécialiste à ce sujet puisque vous travaillez pour Clementoni, une entreprise pionnière dans la création de jeux et de jouets. Vous êtes notamment directeur marketing depuis une dizaine d'années pour cette entreprise et vous êtes également père de 3 enfants. Alors selon une étude réalisée aux États-Unis, les enfants jouent moins qu'avant. 1h30 par jour, j'ai vu, pour les enfants entre 7 et 9 ans, et arrêtent plutôt de jouer avec les jouets classiques, préférant notamment les appareils électroniques et numériques. La manière de jouer des enfants connaît donc de profondes mutations. Pourquoi le jeu est-il si important pour les enfants ? Alors en effet, le jeu est crucial pour les enfants, pour les accompagner dans leur développement. Alors évidemment, cela dépend de l'âge de l'enfant. Pour les plus petits, on est surtout sur un développement physique, donc tout ce qui est coordination motrice, motricité fine aussi, donc tout ce qui est l'appréhension donc avec les objets, donc très important en premier âge qu'on donne aux enfants en fait des jouets donc à manipuler. Puis tout ce qui est aussi développement sensoriel à cet âge-là, donc l'appréhension des différents sens. Donc là, on peut avoir des jouets comme de la pâte à modeler, du sable, tout ce qui tourne autour du toucher, qui est notamment très répandu dans tout ce qui est Montessori, même parfois donc les odeurs, parce on peut même trouver des jouets qui tournent autour des odeurs. Et ensuite, plus l'enfant va grandir, plus les développements seront différents. Développement cognitif d'abord, tout ce qui est autour de l'apprentissage. Donc là aussi, en fonction des âges, ça va être d'abord les animaux, les formes et les couleurs. Et puis ensuite, l'heure, ou les sciences, ou la géographie, etc. Donc tout ça aussi, l'enfant va pouvoir le découvrir par le jeu. Tout ce qui est résolution de problèmes aussi, lorsque l'enfant doit par exemple faire un puzzle, ou on a aussi beaucoup de jeux maintenant sur les escape games, où ça aussi, ça peut aider l'enfant à se développer en faisant face à des problèmes qu'il va devoir résoudre. Et puis tout ce qui est autour de la créativité, de l'imagination, très important aussi. Là, on a beaucoup de jeux créatifs qui vont stimuler l'imagination des enfants, et ça, par le jeu, on peut le faire mieux qu'avec toute autre activité. Le jeu est aussi très important pour le développement de l'autonomie de l'enfant, puisqu'il va pouvoir par le jeu apprendre à prendre des décisions en fait de manière autonome et se détacher un petit peu de cette relation avec les parents et de leur demander systématiquement leur avis pour différentes choses. Là, l'enfant par le jeu va pouvoir prendre des décisions tout seul et va se faire confiance et commencer à développer aussi un petit peu son estime de soi. Et puis aussi tout ce qui est autour de l'organisation. On s'en rend pas compte, mais lorsque l'enfant doit suivre par exemple une recette, on va dire, pour un jeu scientifique, il va devoir s'organiser dans ce processus-là. De la même manière pour des jeux créatifs, lorsqu'il a une création donc à faire, il va devoir suivre différentes étapes, s'organiser, et ça, mine de rien, ça lui sera très utile plus tard donc à l'école ou dans son travail. Il va au départ commencer par l'appréhender dans ses activités en fait ludiques.
Puis dernière chose, je dirais, c'est tout ce qui est développement social et émotionnel. On va apprendre à jouer avec les autres. Et ça, c'est important aussi, parce on vit évidemment dans une société. Et puis, tout ce qui est émotion, c'est la découverte, par exemple, de la colère, si on va perdre lors d'une partie d'un jeu de société. La frustration, si on ne trouve pas une réponse, si on ne trouve pas la bonne pièce du puzzle. La joie ou la déception, si on a une bonne ou une mauvaise réponse. Et tout ça, mine de rien, sont des émotions qu'on va retrouver évidemment systématiquement dans la vie de tous les jours et qu'on peut appréhender tout d'abord par le jeu. On joue jusqu'à quel âge quand on est enfant? Alors, ça c'est une excellente question. Quand s'arrête l'âge de l'enfant? Là, en ce moment, sur le marché du jouet, il y a un phénomène assez nouveau qui est celui du kidulte, à savoir les jouets pour les adultes. Et aujourd'hui, le chiffre, il est complètement dingue, parce que les jouets kidulte, c'est 25% du chiffre d'affaires du marché du jouet. 25%. Donc c'est énorme. Alors, chez Clementoni, on va dire que nous, on va jusqu'à 10-12 ans. Et ensuite, on considère que c'est plutôt du pré-ado et qu'on va être sur des activités un petit peu différentes. Donc nous, notre cœur de cible, c'est vraiment de 0 à 10 ans. On peut aller un petit peu plus haut, donc évidemment. Mais on voit maintenant qu'on développe des jouets pour les adultes, puisque c'est un vrai marché. Donc je dirais, jusqu'à 10 ans, on reste un enfant. 10, 12, 13, on commence à être un pré-ado. Après, on est plutôt dans le monde de l'adulte. Mais le jouet va de plus en plus s'immiscer dans le monde des adultes, justement. Très intéressant. Alors si on en revient à l'importance du jeu chez les enfants, pourquoi est-ce essentiel d'accompagner le développement des enfants avec des jouets? Alors, c'est important parce qu'il faut en fait donner à l'enfant les bons outils en fonction des acquis dont il a besoin par âge. Alors, il est important d'avoir des jouets qui soient variés, mais il faut aussi bien les adapter de manière à ce que l'enfant ne soit pas face à des jeux qui soient trop faciles pour lui, parce qu'il perdrait en fait donc de l'intérêt à cette activité de jeu-là, ni que ce soit trop compliqué. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant essuie échec sur échec et en fait perde toute confiance en lui. Donc il faut le stimuler avec les bons outils. Donc là aussi, comme on disait juste avant, tout dépend de l'âge de l'enfant. Donc forcément, quand on est sur du nourrisson 0-12 mois, tout ce qui est développement des sens, de la motricité, etc., sera donc des hochets, des jeux d'activité, que ce soit électronique ou non. Pour les 1-3 ans, on va développer toujours la motricité, donc la marche. On va développer donc le langage, les compétences sociales, etc. Et on va ensuite adapter donc les jeux, rentrer plutôt sur des jeux éducatifs pour les enfants ensuite de 3 à 6 ans, 7 ans, 8 ans. On peut aussi penser à tout ce qui est jouet d'imitation pour faire le ménage, faire le bricolage, faire ces choses-là pour un petit peu l'accompagner dans son entrée dans la vie et les tâches du quotidien. Voilà, donc tous ces jouets-là sont importants parce qu'ils vont permettre d'accompagner l'enfant par le jeu, mais dans la vie en fait de tous les jours. Par contre, il faut évidemment avoir les bons jeux, je dirais les bons outils pour les accompagner efficacement. Comment on s'y retrouve alors quand on est parent là-dedans? Alors, comment on s'y retrouve? C'est une bonne question. Déjà, je dirais qu'il y a aujourd'hui une offre qui est très large et les industriels, les fabricants de jouets ne développent pas les jeux un peu au hasard. Il y a aussi des études qui sont faites. On écoute beaucoup le marché. Quels sont les besoins? Souvent, même les idées peuvent venir du terrain. À savoir les commerciaux qui vont visiter les magasins de jouets et qui nous disent c'est marrant, ça fait plusieurs fois qu'on me demande tel type de jeu et en fait les gens n'en trouvent pas et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer ce type d'activité là. Alors on parlait tout à l'heure rapidement de Montessori qui s'est beaucoup développé, qui était une approche assez nouvelle il y a quelques années, vraiment plutôt à l'attention d'une population, je dirais CSP+, les produits étaient plus chers, c'était considéré comme étant un peu élitiste, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Maintenant, on en trouve partout, on a une vraie demande sur ça, avec le problème par contre que c'est tombé dans le domaine public, donc n'importe qui peut écrire Montessori. Ça c'est vrai. Sur sa boîte de jouets, et moi j'ai déjà vu des boîtes Montessori qui n'avaient rien de Montessori dans leur contenu, donc attention quand même à ça. Après il y a des marques qui sont sérieuses et qui font ça très bien. Donc voilà, je dirais que c'est le bon sens des parents, et puis aller faire un tour en magasin, souvent on a des produits qui sont bien développés, qui correspondent vraiment aux besoins de l'enfant. Est-ce que les parents doivent adopter une attitude
très distante vis-à-vis du jeu des enfants, ou est-ce que vous leur conseillez de rester proches et de s'amuser avec leurs enfants et leurs jouets? De rester proche, bien sûr. La première chose essentielle, c'est qu'il faut créer un environnement qui soit sûr et sécurisant pour l'enfant, pour qu'il ne se blesse pas, qu'il se sente à l'aise, et lui offrir, comme je disais, une variété de jouets pour qu'il ne soit pas enfermé dans différentes activités et qu'il puisse développer tous ses besoins, qu'ils soient moteurs, cognitifs, sociaux, émotionnels. Ensuite, il faut avoir une participation qui soit active, qui soit attentive et qui soit positive. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr laisser l'enfant jouer un petit peu de son côté pour développer son autonomie. Par contre, rester à côté de lui, l'enfant sera ravi de se rendre compte que ce qu'il fait, c'est intéressant. Quand je disais positiver, c'est-à-dire lui montrer que les parents s'intéressent à ce qu'il fait, le féliciter aussi, lui dire bravo, tu sais faire ça, ça valorise énormément l'enfant pour l'estime de lui-même, ça renforce les liens avec les parents. Évidemment, il faut lâcher son smartphone et prendre le temps de jouer avec ses enfants, c'est extrêmement important. Et comme je vous disais, ça encourage l'autonomie, ça encourage le jeu libre. Par contre, il faut respecter les besoins de l'enfant, à savoir on peut lui proposer différentes activités. Et par contre, et c'est vraiment ce qu'on retrouve, c'est un des principes de base de Montessori, on laisse le choix à l'enfant sur l'activité qu'il souhaite faire à un moment donné, la durée, le temps de jeu, même la manière parfois dont il veut le faire. Nous, on a des jeux Montessori et on propose 3 manières différentes, par exemple, de jouer avec les différentes cartes. Et l'enfant choisit la manière qui l'intéresse. Et ça, c'est important donc de l'accompagner, de le stimuler, mais de pas trop le guider au final, et surtout à cet âge-là, de laisser faire. Alors, c'est précieux pour l'imagination de l'enfant qui va peut-être complètement faire dériver la mécanique de jeu vers une autre mécanique, et après tout, pourquoi pas, si ça l'amuse et si ça lui apporte des choses. Et vous le disiez, il y a de plus en plus d'acteurs dans le secteur du jouet, de plus en plus d'articles qui sont proposés. Comment, quand on est parent, on se retrouve dans cette jungle du jouet ? Alors effectivement, le premier phare, je dirais, ça pourrait être déjà de se fier à une marque. C'est souvent ce qui se passe. La notoriété d'une marque fait parfois son succès. Donc c'est évidemment rassurant pour des parents de se tourner vers une société qui est reconnue pour son savoir-faire, ce genre de choses-là. Ensuite, il faut vraiment prendre le temps, je dirais, de regarder ce qu'il y a au dos de la boîte, puisque la face avant d'un packaging peut être très bien fait et donner envie, et on l'achète, et une fois à la maison, on se rend compte que c'est pas ce qu'on avait en tête, ou le contenu est un peu vide, ou moi j'ai même déjà vu peut-être pas des fautes d'orthographe, mais des contenus un peu limites. Donc voilà, prendre le temps vraiment de regarder ce qu'on achète, de se renseigner. Maintenant, avec Internet, c'est devenu tellement facile d'aller consulter des avis sur les produits. Je pense que rapidement, un mauvais produit va être débusqué, et à contrario, des très bons produits vont avoir du succès. Donc, je dirais s'intéresser aux besoins de l'enfant, et puis ensuite prendre le temps de regarder ce qu'on va acheter et ce que va vraiment apporter le produit en question, et ne pas se fier qu'à un beau dessin, un beau packaging ou des belles promesses. On est aujourd'hui ensemble aussi pour parler de l'avenir du jouet, parce qu'il y a de nombreux enjeux autour du jouet aujourd'hui et de grands défis avec le 21e siècle. Quels sont selon vous les plus grands enjeux auxquels fait face le monde du jouet ? Alors, moi, la première chose qui me vient en tête déjà quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, c'était la difficulté de sortir des jeux et des jouets surtout qui répondent aux normes de sécurité européennes. C'est drastique. Parfois même les normes sont différentes selon les pays. Donc, quand on est une multinationale comme Clementoni, il faut qu'on sorte des jouets qui répondent aux normes des différents pays. Et c'est compliqué, parce qu'il y a plein de tests à passer, des tests laboratoires physiques, chimiques, etc. Je parle même pas des marquages, notamment sur les jeux scientifiques où les normes sont rajoutées tous les ans et on se retrouve avec le tiers du dos du packaging qui est juste lié aux normes de sécurité. Donc voilà, c'est vraiment compliqué aujourd'hui de sortir des jouets qui répondent à toutes ces normes. Par contre, c'est essentiel parce qu'on met entre les mains des enfants des jouets qui sont sûrs et certifiés, mais c'est vraiment compliqué pour les sociétés qui rentrent sur ce marché-là. Ensuite, ce qui est essentiel, on parlait de notoriété tout à l'heure, c'est d'être en mesure de sortir des jouets de qualité, aussi bien au niveau des matériaux
que dans la conception et dans l'apport éducatif ou ludique de ces jouets-là. Et ça, c'est pas évident, puisqu'il faut choisir des bons matériaux, mais qui ne coûtent pas trop cher non plus, parce qu'on est en plus actuellement dans une période un peu de crise au niveau du pouvoir d'achat. Et puis, il faut s'entourer de vrais spécialistes pour développer des jeux qui soient intéressants pour les enfants et pour les parents. Donc, qualité des matériaux et qualité de la conception. Et ça, c'est un vrai métier. Ensuite, je dirais qu'il faut réussir aujourd'hui à suivre les évolutions technologiques et réussir à les intégrer dans nos jouets. Dernièrement, on a pu voir arriver des technologies qui sont devenues accessibles. Je pense aux petits écrans LCD, aux LED, aux puces RFID, au Wi-Fi, au Bluetooth, maintenant même à l'intelligence artificielle. Nous, là, on sort notre premier robot avec intelligence artificielle. Et là, c'est un vrai travail de recherche et développement. Déjà d'appréhender une nouvelle technologie, de la comprendre, de trouver les idées pour l'appliquer au monde du jouet, de maîtriser les coûts, pour ne pas proposer des jouets intéressants mais qui vaudraient une fortune et qui seraient réservés à une minorité de la population. Et faire tout ça tout en respectant, comme on disait, toujours les normes de sécurité et aussi le timing. Nous, on a eu une expérience chez Clementoni, on avait sorti il y a quelques années un produit qui est peut-être à ce jour un des meilleurs produits qu'on ait fait. Il s'appelait Doc, c'était un robot qu'il fallait programmer. Et il se déplaçait sur un plateau en fonction des chemins que l'enfant avait programmés. Il allait dire, par exemple, emmène-moi vers la vache, puis vers la couleur de la vache. Donc l'enfant devait programmer le robot pour qu'il se déplace sur le plateau, en passant par la vache, puis par la couleur marron, et en évitant différents obstacles. C'était vraiment très bien fait, super intéressant, avec 2 plateaux de jeu, avec des difficultés différentes. C'était génial. Et en plus, le coding commençait à être enseigné en école primaire, mais commençait tout juste. Et ce produit a eu plusieurs grands prix. Il était plébiscité par les parents dès qu'on faisait des démonstrations. Et en fait, ça n'a pas été un succès commercial. Tout simplement parce que déjà, on est arrivé un petit peu trop tôt. Moi, je l'ai vécu sur un salon où j'ai fait une démonstration. Le gamin se débrouillait très bien. Et il a dit à son père, « Oui, papa, parce que moi, ça, à l'école, je le fais. » Et son père lui dit, comment ça, tu fais de la programmation? Et le papa ne savait pas que son enfant faisait de la programmation à l'école. Et c'était limite trop tôt, en fait. Donc, je pense que c'est un sujet qui va revenir, qui est maintenant vraiment intéressant, parce que c'est très dans l'air du temps. Mais il faut aussi arriver avec le bon timing, et parfois ne pas être trop pionnier, parce qu'on va se casser les dents. Voilà. Et puis, je dirais ensuite, il faut réussir à s'adapter aux évolutions sociétales. Les jouets donc non genrés, à l'inclusivité. Alors ça, nous chez Clementoni aussi, c'est quelque chose qu'on travaille depuis de très nombreuses années. Moi, je pourrais vous montrer un de mes catalogues produits de 2014, je crois, dans lequel on voit une petite fille sur un pack de jeux de chimie, un petit garçon sur un pack de poterie. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, mais je peux vous dire que c'est pas encore systématique et qu'on trouve encore des jouets très genrés sur le marché. Et d'un autre côté, il y a un écart très important entre ce qu'on peut lire dans la presse, qu'on peut entendre de la part de différents spécialistes, ou les déclarations sur le fait que les gens ne veulent plus de jouets genrés, et les actes d'achat. Et moi, je peux vous dire que vous sortez une boîte rose, elle va cartonner, vous la faites en bleu et vert plutôt mixte, elle se vendra beaucoup moins bien. C'est encore une réalité du marché. Nous, on l'a même vécu. Chez Clementoni, moi j'ai été un des premiers il y a plusieurs années à vouloir développer des jeux artistiques aussi pour les garçons, donc plutôt mixtes. On était même allé dans une école faire une étude à très petite échelle. On avait demandé en fait aux enfants quelles étaient les activités qui leur plaisaient, sans mettre de boîte de jeu, juste les activités. Et je prends cet exemple-là, on s'était rendu compte que la mosaïque, qui pour nous était plutôt une activité féminine, intéressait aussi les garçons. Alors pas dans une proportion 50-50, plutôt du 70-30, 60-40, mais néanmoins intéressante pour les garçons. Et on avait une boîte, nous, à cette époque-là, qui marchait vraiment très bien, et vraiment plutôt rose, avec une petite fille blonde avec des grands cheveux longs, et on a développé une offre mixte. Donc on a gardé le même contenu, les mêmes éléments créatifs, la même chose, on a juste fait une boîte différente. Les ventes se sont effondrées. Et l'année suivante, donc on a vu nos concurrents qui, eux, continuaient à vendre leurs boîtes plutôt genrées, prendre des parts de marché. Et donc nous, on était pourtant sur une attitude, une décision vertueuse, on va dire. Et on est revenu en arrière, on a refait une boîte plus genrée, et les ventes sont reparties. C'est dingue. C'est la preuve de l'éducation qu'il y a encore à faire sur ce sujet. Voilà, l'éducation qu'il y a encore à faire. Et là, par contre, le pouvoir est vraiment dans les mains des consommateurs. Si demain, vous arrêtez d'acheter des jouets
genré, je peux vous dire que les industriels, les fabricants vont très vite réagir. Si par contre, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on va en magasin, vous allez encore voir des murs de jouets roses. Et pourquoi? Parce que ça se vend très très bien. Et voilà, donc là, il faut bien, enfin c'est un peu comme, je dirais donc le peuple en politique ou autre, le pouvoir est dans les mains des consommateurs. Et encore une fois, si la demande change, je peux vous dire que l'offre va changer très très vite. Et puis dernière chose, enjeux environnementaux. Bien sûr. C'est très important. Alors sans tomber dans le greenwashing, même s'il y en a beaucoup, et je dirais tant mieux. Tant mieux si certaines sociétés font des efforts environnementaux pour leur image, parce que ça profitera quand même à tout le monde. Alors je peux en parler vraiment avec légitimité, puisque chez Clementoni, on est très engagé de ce côté-là. Nous, on a lancé en 2014 un programme qui s'appelait We Play Eco, sur lequel on n'a jamais communiqué auprès du grand public, parce que c'était pas l'idée. En fait, c'était la famille Clementoni, parce que Clementoni appartient toujours à une famille qui voulait réduire son impact environnemental dans son activité de production de jouets. Ils ont lancé un programme qui s'appelle We Play Eco, enfin qui s'appelait, et qui visait donc à réduire notre impact en trouvant par exemple des fournisseurs de matières premières qui étaient proches de notre usine, donc en Italie, pour limiter la présence de camions sur les routes, utiliser de la colle donc végétale, recycler au maximum nos chutes de production, utiliser moins d'eau, etc., etc. Donc ça a été un premier travail de plusieurs années. Et puis en 2019, on a lancé le second volet de ce programme qui s'appelait Play for Future, qui existe toujours, qu'on voit d'ailleurs sur nos boîtes de jeux qui sont là derrière nous. En fait, on a lancé des centaines de produits fabriqués en matériaux recyclés, aussi bien carton, papier que plastique. Donc toujours fabriqués en Italie, avec des matériaux qui aujourd'hui sont donc en plus certifiés donc FSC. Et on nous a souvent demandé, à l'époque où c'est sorti, on a un peu surpris tout le marché. Et les journalistes me demandaient souvent comment expliquer que vous ayez une telle avance alors que vous êtes, entre guillemets, une petite société par rapport à des mastodontes mondiaux qui ont beaucoup plus de moyens que vous. Et j'expliquais systématiquement que vous avez beau avoir beaucoup de moyens, ça passe aussi par de l'expérience. Et nous, on avait des années d'expérience sur ça. Vous allez forcément vous frotter à des problèmes que vous n'aviez pas imaginés. Alors si vous avez des millions à investir, vous allez les résoudre plus vite, mais néanmoins, vous allez y passer un petit peu de temps. Et comme nous, on avait une expérience de plusieurs années, on a réussi très vite à sortir des produits de bonne qualité, colorés, en plastique. On a des concurrents qui sont venus nous voir en disant « mais comment vous faites du plastique recyclé coloré ?» Nous, on n'y arrive pas. Parce que nous, en fait, on était dessus depuis plusieurs années. Donc c'était une vraie démarche environnementale de Clementoni. Alors je dirais qu'on communique pas trop dessus non plus, si ce n'est qu'on le marque sur nos boîtes maintenant, mais parce qu'on ne le fait pas dans un but mercantile, on le fait vraiment par conviction de la famille Clementoni. Récemment, vous voyez, ils ont investi plus de 2 millions d'euros dans un énorme parc de panneaux photovoltaïques qui a été mis sur l'usine, de manière à pouvoir rendre l'usine quasi autonome en fonction des périodes de l'année. Voilà, donc je dirais que c'est une démarche globale, et ça devient un vrai enjeu aussi pour toutes les sociétés. Bien sûr. Ce que je voulais vous demander, on le sait tous, le jouet en plastique connaît un grand succès depuis de nombreuses décennies. Comment est-ce qu'on peut réfléchir autrement à la conception de ces jouets ? Alors, si on parle uniquement des matériaux, on peut déjà utiliser, comme je disais, des matériaux qui sont recyclés, des plastiques recyclés. Nous, c'est ce qu'on fait chez Clementoni. Alors, pas pour tout, pour une partie de nos produits. On le fait pas pour tout pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a un surcoût. C'était pas si vrai que ça il y a quelques années, quand on a été justement les premiers en fait à faire ça, ou parmi les premiers. Par contre, comme je vous disais, maintenant, ça a pris un vrai essor. Et c'est de l'économie de base, la loi de l'offre et de la demande. Il y a de plus en plus de sociétés qui recherchent des matériaux donc à recycler pour faire des jouets. Donc il y a une demande qui est beaucoup plus forte. Donc les matières premières coûtent plus cher. Donc maintenant, ça coûte plus cher à faire des matériaux en plastique recyclé. Et puis, c'est pas toujours possible non plus pour des raisons techniques ou autres. On peut aussi se tourner vers des bioplastiques. Il y a des sociétés qui le font, qui vont aller utiliser de l'amidon de maïs, du sucre, de la canne à sucre, ou même donc des algues, qui sont des matériaux qui sont biodégradables, voire compostables. Et puis des matériaux naturels, que ce soit par exemple du bois, du bambou, ce genre de choses-là.
Ensuite, on peut réfléchir différemment sur, je dirais, la durabilité en fait, donc des jouets. Alors, on parle en technologie souvent d'obsolescence programmée. C'est pas la même chose dans le domaine des jouets plastiques, mais c'est vrai qu'on peut penser à la conception de ces jouets pour les rendre réparables, par exemple, ou qu'on puisse remplacer facilement des pièces qui seront cassées, par exemple. On peut réfléchir à la qualité et la longévité, donc évidemment, de ces produits-là pour qu'ils soient moins souvent remplacés. Et puis même une possible évolutivité donc des jouets, à savoir qu'ils puissent grandir en fait avec l'enfant. C'est ce qu'on essaye de faire donc de plus en plus. Un jouet qui va accompagner l'enfant, il va pouvoir jouer avec quand il a 1 an, mais aussi 2 ans, 3 ans, parce que les fonctions du jouet sont conçues de telle manière que l'enfant va pouvoir le faire évoluer en même temps que lui-même grandit. Ensuite, c'est d'un point de vue industriel, dans la conception même de ces jouets-là, comme on disait, essayer d'optimiser la production pour essayer de réduire donc, notre impact environnemental dans la conception de ces jouets-là. Il y a le jouet en lui-même, il y a les emballages aussi, les emballages qui peuvent devenir plus écologiques avec tout ce qui est bois en FSC pour essayer là aussi de réduire l'impact, parce qu'on ne s'en rend pas compte. On pense juste au jouet tel qu'il est lorsque l'enfant l'a entre les mains, mais on vient quand même de jeter des plastiques, des cartons, des choses à la poubelle. Donc là, il y a un vrai effort de la part des industriels depuis plusieurs années pour réduire les plastiques dans les jouets. Là, on est un peu tous en train de réduire les films plastiques autour des emballages. Les jouets qui sont par exemple à côté de nous ici n'ont plus de films plastiques donc autour d'eux. Ils sont faits en matériaux donc FSC et ils sont juste scellés avec des petits autocollants d'ailleurs qui sont biodégradables. Alors qu'il y a encore 3-4 ans, vous auriez eu des films plastiques autour. Donc ça aussi, c'est important. Et puis ensuite, encourager le recyclage et le réemploi. Et ça, c'est un vrai sujet sur le marché du jouet. On voit qu'il y a un vrai questionnement de la part des industriels, donc des fabricants de jouets, mais aussi de la part des distributeurs. Il y a un vrai engouement sur le marché de la seconde main aujourd'hui, je dirais dans tous les domaines d'activité, mais aussi dans le jouet. Donc il y a des sites comme Le Bon Coin ou Vinted qui cartonnent. Le marché du jouet souffre un petit peu en ce moment aussi parce que les gens se tournent vers ça, se tournent vers la seconde main. Alors je dirais très bien, tant mieux. Aussi tout ce qui sort des vides-greniers, on voit beaucoup de jouets qui sont disponibles. Et là, aussi bien fabricants que distributeurs s'interrogent. On voit bien, il y a différentes solutions qui sont testées sur le marché. Comment réussir à s'intégrer dans cette nouvelle économie pour en tirer profit, pour être inclus dans cette démarche vertueuse. Je dirais que personne encore a trouvé vraiment la solution, parce que la société évolue rapidement. Mais il y a plein de choses qui sont mises en place, qui sont testées. Et voilà, je pense que c'est quelque chose, un virage à prendre pour tout le monde, mais qui est plutôt vertueux. Et donc vous l'avez dit, consommer de manière plus écologique le jouet, mais aussi le produire de manière plus écologique, c'est l'un des grands enjeux autour du jouet. Est-ce qu'au fond, vous pensez que produire du jouet, c'est compatible avec les défis écologiques et sociaux auxquels on fait face aujourd'hui ? Alors, je dirais que chaque activité humaine crée de la pollution. Nous, là, on est en train d'enregistrer un podcast. Moi, je suis venu en train, donc jusqu'à Paris. C'est mieux que de venir en avion ou en voiture, mais néanmoins, j'ai pollué donc en venant. Donc, on ne peut pas se dire qu'il faut complètement arrêter de polluer. Il faudrait qu'on arrête de vivre. Et ça vaut pour la production de tout ce qu'on fait, pour la consommation de tous les services, de tous les produits. Donc, en fabriquant un jouet, on aura beau faire tous les efforts du monde, on va créer de la pollution. Alors si on voulait arrêter ça, il faudrait qu'on change complètement notre société de consommation et notre manière de vivre. Partant du postulat qu'on ne va pas révolutionner le monde en un claquement de doigts, on va continuer de fabriquer des jouets pour les enfants. Oui, on va générer une certaine pollution et il faut essayer de la réduire donc au maximum. C'est ce que nous on essaye de faire chez Clementoni, en essayant, vous voyez, d'avoir une usine qui tourne avec une énergie solaire, en essayant de réduire la présence des camions sur les routes, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on fait. Tous nos fabricants, tous nos fournisseurs de matières premières sont issus de la région où se trouve Clementoni. Alors ça nous coûte parfois plus cher,
Mais voilà, c'est aussi un engagement qui est pris par la famille. Et puis ensuite, voilà, essayer d'utiliser des matériaux recyclés, nous-mêmes de recycler au maximum nos chutes de production, réduire nos émissions avec toutes les solutions qui sont possibles, gérer bien les déchets, les emballages, donc le transport. Là, vous voyez, récemment, on a pris un gros virage, nous, au niveau de nos puzzles. Il faut savoir qu'on est un des plus gros fabricants de puzzles en France et en Europe. Et on a eu une envie. On essaye de réduire au maximum le vide qu'on trouve en fait dans nos boîtes, avec toujours une problématique qui est double. Il y a celle qui est environnementale, il y a celle qui est commerciale. Et nous, on est en mesure parfois de réduire une boîte de jeu, sauf qu'on sait très bien que cette boîte va se retrouver en rayon, à côté d'un produit concurrent, qui va être bien plus grand et au même prix. Et on se dit, quelle va être la perception du consommateur? Est-ce qu'il va pas se dire, ah bah non, pour le même prix, je vais acheter la grande boîte? Sauf qu'à l'intérieur, le contenu, il va être le même, voire il va être plus important dans notre boîte à nous. Donc, parfois, on a envie de faire des efforts en ce sens, que ça nous semble une évidence, sauf qu'on risque de se tirer une balle dans le pied. Un petit peu comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, avec la mosaïque qu'on a faite en version mixte et les ventes se sont effondrées. Et donc, on tend quand même à le faire. Donc là, les boîtes de jeux qui sont présentes à côté de nous ont été travaillées en ce sens-là. Et dans le domaine du puzzle, c'était la même chose. Je dirais que si je prends l'exemple des boîtes de puzzle de 1000 pièces, qui est vraiment le format phare pour les puzzles adultes, on avait un format qui est un format type sur le marché en fait du puzzle. Et nous, on a voulu faire un format plus compact. À savoir que le puzzle, donc à l'intérieur, est rigoureusement le même. Par contre, on est passé d'un remplissage de boîte de 60% à un remplissage de 90%, en réduisant la taille de la boîte. Par contre, c'était un gros risque, parce qu'on allait se retrouver face à des boîtes concurrentes avec un puzzle équivalent, mais dont la taille est bien plus grande, donc la taille de la boîte. Donc on a fait une première production de ce qu'on a appelé les compact box en fait, de chez nous, sur une quinzaine de références. Et on les a mis sur le marché, je dirais pas incognito, mais en partenariat avec des magasins partenaires. On leur a demandé, voilà, est-ce que vous voudriez bien nous allouer une étagère ou deux, et vous mettez ces boîtes de puzzle, et on va voir ce que les consommateurs en pensent. Alors évidemment, avant de le faire, on a nous-mêmes fait des tests sur différents marchés avec des consommateurs. Voir l'intérêt qu'avaient les consommateurs pour cette démarche-là. Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que les consommateurs français étaient les plus sensibles à cette démarche-là parmi les consommateurs européens qu'on a interrogés. Et ça incluait la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, etc. Donc les consommateurs français étaient plutôt sensibles à ça. Et eh bien, tout simplement, on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'impact sur les ventes. Donc ça n'a pas augmenté les ventes, mais ça les a pas freinées non plus. Et donc on s'est dit, bah ok, on y va, on se lance, et on a commencé à développer une gamme complète de puzzles compacts, et qu'on a mise sur le marché. Ça a beaucoup plu aux magasins, parce qu'ils peuvent en mettre plus sur un même espace linéaire. Nous, parce qu'on arrive à économiser un petit peu sur la fabrication, mais surtout sur le transport. Parce qu'on arrive à mettre beaucoup plus de puzzles dans un colis, donc dans une palette, donc dans un camion. Ça nous a permis des économies importantes, et nous, on a répercuté ces économies-là sur le prix du produit. Donc nos compact box puzzles sont vendus moins cher que nos puzzles classiques. Donc le consommateur s'y retrouve aussi, et c'est vertueux pour tout le monde. Le magasin a une rentabilité linéaire qui est plus importante. Nous, on a aussi, en termes d'image de marque, c'est intéressant. On pollue moins, les consommateurs ont des puzzles qui sont moins chers, qui prennent moins de place en fait à ranger une fois qu'ils sont donc à la maison. Et je me suis rendu compte avec fierté tout récemment que nos concurrents, et certains qui sont beaucoup plus grands que nous ont emboîté le pas et communiquent là maintenant sur la réduction de leur taille de boîte de puzzle aussi. Et tant mieux. Mais voilà, on a été les premiers en fait à faire ça, et on peut s'en féliciter. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de Clementoni. Donc, Clementoni est une marque italienne, comme vous l'avez dit, créée par Mario et Mathilde Clementoni en 1963. Vous avez donc célébré l'année dernière vos 60 ans d'existence. En quelques chiffres, vous êtes exporté dans plus de 80 pays. C'est
plus de 30 millions d'articles vendus chaque année. Qu'est-ce qui explique le succès international et surtout la longévité de votre marque ? Alors je dirais qu'à l'origine, Clementoni a su innover. Alors c'est effectivement une société qui est très très connue donc en Italie. Ils existent depuis 60 ans, comme vous avez dit donc là-bas. Nous en France, on existe depuis 25 ans donc environ. Et Clementoni s'est démarqué sur le marché grâce à son innovation, souvent en sortant des produits qui ont un petit peu révolutionné le marché. Je crois que c'était en 1984 qu'ils avaient sorti un jeu en Italie qui s'appelait Il Grillo Parlante. C'était une petite tablette avec des touches et l'enfant pouvait rentrer en fait ses réponses avec un écran rétro éclairé. C'était vraiment une révolution et ça a fait un carton. Et régulièrement, la société a lancé des innovations comme ça. En 1998, ils ont, moi j'étais pas encore dans la société, ils ont lancé un produit qui s'appelle l'EduKit. C'était pas une innovation, mais c'était une bonne idée, je dirais. C'était une valisette, un coffret qui était facile à transporter et dans lequel on allait trouver un jeu de mémo, un jeu de domino, un jeu de cubes et des puzzles. Et ce produit-là, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires aujourd'hui, en fait, donc dans le monde. Donc c'était pas une innovation, c'était la bonne idée à lancer sur le marché un produit éducatif, pas cher, pratique, etc. Donc je dirais que c'était d'abord une innovation continue. Ensuite, un focus sur l'éducation, puisque notamment en Italie, il y a une marque qui s'appelle le Sapientino. Enfin, c'est la sous-marque de Clementoni, qui est quasiment aussi connue que Clementoni. Vraiment une référence dans le domaine de l'éducation. Nous, on n'a pas cette marque-là, évidemment, en France. Par contre, je peux vous dire que tout le savoir-faire de Clementoni profite aussi aux consommateurs français, parce que les boîtes de jeux qui sont ici sont développées vraiment par des spécialistes, donc des jeux éducatifs. Et je dirais que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On est vraiment reconnu sur le marché du jouet, et pas que des jeux éducatifs, même scientifiques, etc., pour l'excellent rapport qualité-prix de nos produits. On a des produits qui sont très accessibles et qui ont une vraie valeur éducative. Je peux vous donner un exemple. Dans nos jeux scientifiques, on est vraiment connu pour ça. Lorsque vous achetez un jouet scientifique Clementoni, vous allez aussi avoir un livret de 32 voire 64 pages qui enseigne plein de choses à l'enfant. Je peux vous donner un exemple. On a une gamme qui s'appelle Sciences et Jeux Construction. Et l'idée est de faire ses propres constructions de véhicules. On en a un par exemple avec donc des constructions autour des avions, des hélicoptères, etc. L'enfant peut se contenter de suivre pas à pas ce qu'il y a dans le manuel pour monter son avion ou son hélicoptère, ou suivre donc l'application qu'on a développée pour faire ça. Mais s'il regarde le manuel, on va aussi lui enseigner ce qu'est la portance, donc comment un avion vole. On va lui enseigner à quoi sert le rotor arrière d'un hélicoptère. Et donc il aura en plus un vrai apport scientifique au-delà de la partie juste ludique du jeu. Et ça, on le retrouve un peu dans tous nos jouets. Si je reviens sur les jeux éducatifs à proprement parler, ils sont développés avec des spécialistes. Il y a pas très longtemps encore, je présentais un de ces jeux-là à une institutrice qui m'a dit c'est vraiment bien fait. Et le fait que les pièces soient autocorrectives, les enfants peuvent jouer seuls, elle dit non, assez bluffant. Voilà, je dirais qu'on a travaillé ça au fil des années. Moi, j'ai même une anecdote à raconter qui souvent est un excellent exemple de, je dirais, la philosophie de Clementoni. Moi, j'étais rentré dans la société depuis quelques semaines et je suis allé en Italie pour développer un jeu éducatif. Donc, j'étais avec les chefs de produits et donc on était en train de travailler un produit qui existe encore, qui s'appelle la maternelle. Donc, c'était il y a au moins une dizaine d'années. Et donc on avait eu un objectif en termes de coût donc à respecter et on savait à combien grosso modo on voulait positionner ce produit sur le marché. Et on savait ce qu'on voulait mettre donc dedans grosso modo pour avoir un produit qui soit donc attractif et qui réponde aussi donc à la compétition donc du marché. Et on avait réussi à mettre à peu près avec tout ce qu'on voulait et on n'avait même pas encore atteint le coût maximal qu'on nous avait fixé. Et à ce moment-là, il y a Giovanni Clementoni, qui est le président en fait de la société, qui est entré dans la salle. Ce qu'il faut savoir, que c'est un PDG qui n'a pas d'ordinateur. Il se promène absolument partout, il s'intéresse à tout. Donc il va aller en entrepôt, avec les graphistes, avec la logistique, avec les chefs de produits. Voilà. Donc là, il nous demande où on en est, et on lui explique qu'on est très content de nous,
puisqu'on a réussi à mettre tout ce qu'on voulait dans la boîte, que le produit va vraiment être super, et qu'on n'a même pas encore atteint le coût fixé, donc on aura une meilleure marge. Et il nous a dit, mais je m'en fiche qu'on ait une meilleure marge. Je vous ai donné un objectif de coût, vous le respectez. Maintenant, vous mettez tout ce que vous pouvez dans la boîte, je veux que le consommateur soit content. Et ça m'a vraiment marqué. Et le produit est devenu très riche, il était très lourd, et il a fait un carton. Et moi, quelques semaines plus tard, alors c'était pas le même produit, c'était un produit de la même gamme. J'étais en magasin et j'étais un peu incognito et je vois une dame qui s'intéressait donc à cette gamme de produits-là et elle prend un produit concurrent. Et je vais la voir, je l'interpelle, je me présente, je lui dis qui je suis et je lui mets entre les mains notre produit à nous équivalent à celui qu'elle venait de choisir et je lui demande pourquoi elle a choisi ce produit-là, donc du concurrent, et pas le nôtre. Et elle m'a dit, en fait, j'avais pas vraiment vu le vôtre, c'est vrai que je connais pas votre marque, je connais cette marque-là, donc on parlait de notoriété il y a quelques minutes. Elle dit, donc voilà, j'ai pris ça. Elle l'a pris en main, elle l'a regardé, elle a vu le poids, elle a vu le prix, elle a vu le contenu. Elle m'a dit, ah non, mais je suis convaincu, je prends ça. Je lui ai dit, non, mais prenez ce que vous voulez, mais je voulais comprendre. Elle m'a dit, non, je connaissais pas votre marque, et maintenant que je me rends compte de tout ce qu'il y a, je vais prendre ça. Donc nous, on essaie de travailler cette notoriété-là. Et vraiment, moi souvent, j'encourage les gens à comparer. J'ai vraiment rarement honte du contenu des produits Clementoni par rapport à des produits de concurrents qui sont parfois aussi bons que les nôtres, mais globalement, on est quand même bien positionné. Et je dirais qu'on est vraiment une marque familiale. C'est une marque qui est toujours tenue par les 4 enfants Clementoni. Les petits-enfants de Mario et Mathilde Clementoni sont toujours dans la société. Et c'est une société qui a des valeurs familiales et on les retrouve dans les produits. Donc je dirais que si on a un tel succès, une telle longévité, c'est aussi de par cette réputation qu'on a et la confiance que les consommateurs dont ils nous gratifient, je dirais, depuis plusieurs années maintenant. Si on doit conclure rapidement notre échange, à quoi ressemblera, selon vous, le jouet de demain ? Alors ça, c'est une bonne question aussi. On essaye évidemment d'y réfléchir continuellement chez Clementoni. Alors c'est parfois très surprenant. Là, il y a un phénomène assez nouveau sur le marché du jeu et du jouet depuis quelques années. C'est l'explosion de tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes, jeux d'ambiance. Je dirais que personne n'avait vu venir. Donc il y a des petites sociétés qui sont devenues très grosses très vite avec ce type de jeu-là. Alors nous, c'est pas trop le type de domaine où on est, puisqu'on est vraiment dans les jeux éducatifs. Là, on parle plutôt donc de jeux fun. Donc il y a des tendances qui sont parfois un petit peu difficiles à anticiper. Je dirais néanmoins, il y a 2 grandes choses qu'on peut voir aujourd'hui. La première, c'est l'essor des technologies. Donc on essaye de voir comment intégrer des technologies pour rendre les produits le plus moderne ou le plus tendance possible, tout en restant, comme j'expliquais tout à l'heure, dans des limites abordables en termes de prix. Mais nous, vous voyez, on a sorti il y a 1 an un produit avec de la réalité virtuelle. Donc les enfants peuvent faire leurs activités, je dirais de manière physique. Donc ils vont pouvoir reconstituer un puzzle donc d'une carte du monde. Ils vont pouvoir refaire un squelette de dinosaure, ce genre donc de choses-là. Et ensuite, en scannant avec un smartphone les créations qu'ils viennent de faire, ils vont débloquer une partie donc d'une activité dans l'application et avoir accès par exemple à de la réalité virtuelle. Donc on force entre guillemets l'enfant à toujours faire les activités physiques. Mais il y a aussi un apport avec des technologies, avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, etc. Là, on sort au mois de septembre prochain un robot à monter soi-même et qui intégrera de l'intelligence artificielle. Donc le robot, si on se filme en même temps, il va pouvoir reproduire les gestes qu'on fait nous-mêmes, les apprendre. On va pouvoir y associer une commande vocale et en fait le robot va être de plus en plus intelligent et apprendre à faire de plus en plus de choses. Et ça, c'est un produit qu'on va sortir qui va être aux alentours de 60 € en prix de vente au consommateur. Donc ça reste abordable, c'est un vrai défi de réussir à faire ces choses-là. On pourrait parler aussi de l'internet des objets, donc les objets qui vont pouvoir devenir connectés avec les jouets. Il y a déjà eu des tentatives qui pourrait faire un petit peu peur, où le jouet est connecté avec Internet, peut réagir en fait avec l'enfant. Là, il y a une peluche qui sort sur le marché et qui utilise ChatGPT. Voilà, donc il y a des choses intéressantes qui sont faites. Je pense qu'il faut se tourner vers ce type de technologie-là pour imaginer un petit peu les jouets de demain. Et puis, on en parlait, il y a tout ce qui est la durabilité et puis l'écologie. Je pense que de plus en plus, on utilisera des matériaux, je l'espère, qui seront durables, des designs qui seront faits pour la durabilité.
des emballages qui seront éco-responsables. Voilà, il faut espérer qu'on aura un mix de nouvelles technologies, mais en même temps d'éco-responsabilité. Ce sera peut-être ça le jouet de demain. Très intéressant. Alors, je vais vous poser la toute dernière question de cet épisode ensemble. Vous le savez, le podcast s'appelle Les adultes de demain et je pose cette question à tous mes invités. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Alors je dirais d'être des adultes responsables, donc ça passe par l'éducation dès le plus jeune âge. C'est vraiment intéressant ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. On voit que l'enseignement donc des enfants est de plus en plus tourné vers l'éco-responsabilité, vers la nature, vers la sobriété, vers ce genre de choses-là. Il faudra aussi inculquer beaucoup de respect, c'est aussi peut-être un peu ce qui manque aujourd'hui dans notre société. Donc voilà, je dirais que je souhaite aux enfants de demain déjà d'être heureux, de savoir profiter de l'instant présent, de savoir développer la notion de gratitude, de savoir se contenter de ce qu'on a, parce que parfois on peut être plus heureux avec peu de choses qu'on pourrait l'être avec beaucoup plus. Et puis voilà, tourner vers les autres. Je dirais que c'est ça qui pourrait être le plus vertueux pour le futur. Vers les autres et la nature. Merci infiniment, Gaylor, pour votre temps. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.